Vidéo numéro 11, nous allons voir les deux dernières sous-étapes de réalisation. Donc, je vous rappelle que nous avons vu la préparation d'audit. Nous sommes dans la phase réalisation où nous avons vu deux outils, analyse systémique et PDCA, qui vous permettent à la fois de préparer et de dérouler votre audit. Et pour la partie réalisation, nous avons donc vu la partie réunion d'ouverture et interview sur le terrain. Nous passons donc aux deux dernières sous-étapes de cette étape réalisation, qui est les deux dernières étapes, c'est donc formaliser les écarts et la réunion de clôture. Donc sur la formalisation des écarts, première chose, le niveau d'écart. Donc, en fonction des entreprises, il y a plusieurs niveaux d'écart qui sont déterminés. Certaines entreprises décident d'avoir un seul niveau d'écart, c'est un choix. D'autres entreprises ont plusieurs niveaux d'écart. En termes de certification, je vous parle de la certification comme ça vous donnera une idée de ce qu'il est possible de faire. On a 3 niveaux d'écart, je dirais. Non-conformité majeure, la plus grave, qui empêche la certification. C'est un écart par rapport au référentiel qui présente un risque pour le client. Donc, non-réponse à une exigence de la norme, puisque les exigences de la norme permettent de protéger le client. Non-réponse à une exigence de la norme ou risque avéré pour le client. Non-conformité majeure. Ensuite, nous avons la non-conformité mineure. C'est une non-conformité où il y a non-réponse à une exigence peut-être secondaire et où en tout état de cause, il n'y a pas de risque pour le client immédiat, en tout cas. Par exemple, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Vous n'avez pas... votre planning d'audit est incomplet. Il n'y a pas un risque immédiat. Donc là, vous aurez une non-conformité mineure. Par contre, si vous n'avez aucun planning d'audit, ça sera une non-conformité majeure, évidemment, puisque à partir du moment où vos audits ne sont pas du tout planifiés, il y a un risque avéré pour le client d'obtenir des produits non conformes. Et puis, dernier niveau en certification, ce qu'on appelle les points sensibles. Donc, il y a conformité, mais il y a potentiellement un risque de dérive, par exemple, des cas de figure où ça n'a pas été prévu, et donc il y a un risque potentiel, très rare, mais qui est quelque chose qui se présente. Donc, c'est ce qu'on appellera les points sensibles. À savoir qu'en certification, un point sensible non levé sur l'année suivante donne obligatoirement lieu à une non-conformité à l'audit qui suit, s'il n'a pas été levé. Et puis, pour compléter le tableau de ce qui se passe en certification, comme ça vous aurez un tableau complet, on retrouve derrière les pistes de progrès ou opportunités d'amélioration, où là, il n'y a pas d'écart, mais l'auditeur voit une possibilité de faire différemment, de faire mieux, d'aller plus loin dans votre démarche. Et dans ce cas-là, il vous propose une piste d'amélioration avec aucune obligation de le suivre. Il faut bien avoir conscience de ça. Et dernier niveau, ce qu'on appelle les points forts, c'est l'entreprise qui va au-delà des exigences de la norme. Donc là, c'est le top du top. Vous avez dépassé les exigences de la norme. Si je reviens aux écarts, donc effectivement, la formalisation des écarts nécessite certaines précautions. Donc la formalisation doit être claire et lisible à terme. Qu'est-ce qu'on appelle la lisibilité à terme? Dans 6 mois, je relis l'écart, je dois toujours être en mesure de le comprendre. Et ça, c'est important. Ça veut dire que pour pouvoir rendre lisible à terme un écart, celui-ci devra être contextualisé. Vous allez rappeler un minimum de contexte quand vous formaliserez l'écart pour qu'on puisse, dans 6 mois, quand on relit, comprendre comprendre l'écart et se rappeler d'où il provient. L'écart, ce n'est pas un jugement de valeur. Vous n'êtes pas en train de poser un jugement de valeur.
Vous devez, dans votre formalisation d'écart, c'est bien, citer des exemples, insister sur le côté factuel, donner des preuves, dire OF numéro tant, vu tel problème, fiche de non-conformité numéro tant, il manque telle information. Donc être factuel. Utiliser la voix passive, c'est-à-dire ne pas dire les opérateurs ne font pas, qui est un petit peu accusateur, mais dire la fiche de non-conformité n'est pas remplie complètement par les opérateurs. C'est un peu moins violent, même si ça signifie exactement la même chose, mais il y a un peu moins d'agressivité. Donc ça, c'est important d'y faire attention. C'est un côté psychologique, ça apporte rien, si ce n'est la convivialité entre auditeurs et audités qui n'est pas négligeable. Toujours faire référence au référentiel sur lequel on s'appuie. Je vous rappelle que le référentiel, c'est la norme, mais c'est aussi les procédures, instructions de l'entreprise. Donc ça, c'est important, toujours dire, selon la procédure PRO numéro tant, il est prévu de... Or, l'opérateur n'a pas complété, la fiche de non-conformité n'a pas été complétée par l'opérateur comme prévu dans la procédure. Et rappeler le contexte si c'est utile à la compréhension de l'écart. Donc ça, c'est des points importants pour bien formaliser les écarts. Donc vous avez un exercice pour d'écarts qui sont a priori mal formulés, où vous devez donner votre opinion. Attention, il y en a des bons. Quatrième sous-étape, l'ordre du jour, la réunion de clôture. Donc vous avez, tout comme la réunion d'ouverture, un ordre du jour que je vous ai donné dans le guide d'entretien. Donc je vous rappelle qu'en réunion de clôture, on dit merci aux audités. Effectivement, ils vous ont consacré du temps. Ils ont pris sur leur propre temps de travail et en général, ça nécessite pour eux de rattraper le temps perdu derrière. Et puis, c'est une simple question de politesse. Donc, on les remercie. On énonce la liste des constats. Donc là, il y a deux écoles. Soit on commence par le positif et on finit par le négatif. Soit on commence par le négatif et on finit par le positif. Moi, je préfère commencer par le positif et finir par le négatif parce que le négatif peut donner lieu à des discussions, donc ça laisse un peu plus de temps. Après, j'ai pas d'a priori, moi je procède comme ça, mais bon, les deux méthodes sont bonnes pour moi. Vous devez aussi réserver un petit temps dans la réunion de clôture pour éclaircir les malentendus. Effectivement, parfois les audités ont réfléchi à votre question et ils ont tilté, ils ont enfin compris votre question avec un petit peu de retard, ça arrive à tout le monde, hein. Et donc ils reviennent en réunion de clôture avec des éléments complémentaires, donc laissez-leur quand même le temps d'apporter des explications complémentaires. Cela dit, on ne refait pas l'audit en réunion de clôture. On peut lui laisser la chance de s'expliquer, mais on ne refait pas l'audit. Donc attention à ne pas trop s'étendre en réunion de clôture, sinon vous êtes reparti pour 2 heures d'audit. Annoncez que suite à cette réunion de clôture, il y aura un rapport d'audit, que ce rapport d'audit sera strictement le reflet de cette réunion de clôture et rien d'autre, ça c'est important. Et rappelez aussi, point important en réunion de clôture, que l'audit, c'est un outil d'amélioration et que donc, il est nécessaire qu'il soit suivi d'actions correctives. Donc, rappelez qui doit prendre en charge l'audit une fois cet audit clôturé et mener à bien les actions. Donc, en général, ça sera le pilote de processus, mais c'est bien de lui rappeler son rôle dans ce domaine-là. Donc, pour la réunion de clôture, qui doit être invité à la réunion de clôture? Donc, dans les grandes entreprises, en général, on fait venir l'ensemble des audités. Ça, c'est assez... les entreprises aiment bien faire comme ça. Dans les petites structures, c'est un peu moins vrai. Donc, en général, la réunion de clôture se déroulera essentiellement avec le pilote de processus. Donc, comme pour la réunion d'ouverture, la réunion de clôture devra se dérouler avec les auditeurs.
Donc, comme vous avez pu l'entendre, j'ai été perturbée par le téléphone, donc je finis correctement ce que j'étais en train de vous dire. S'il n'y a pas de réunion de clôture avec l'ensemble des audités, comme pour la réunion d'ouverture, vous devez faire une mini réunion de clôture avec chacun des audités. Ça veut dire que vous ne quittez pas les audités sans leur avoir dit quel écart vous avez relevé avec eux. Donc de manière assez simple, en leur disant, alors parfois, vous ne savez pas toujours si ça sera une non-conformité, vous n'êtes pas obligé de statuer à ce moment-là, vous allez vous allez leur dire, j'ai vu ce point-là, il ne me paraît pas clair, je vais aller plus loin dans l'audit, mais il y aura probablement un écart. Vous n'êtes pas obligé de vous engager à 100% sur la nature de l'écart. Donc, mini clôture d'audité avec chacun des audités. Faites-le quoi qu'il en soit, ça permet de rassurer les audités et ça leur permet de ne pas découvrir en réunion de clôture les écarts et de ne pas avoir en face de vous des gens qui surréagissent par rapport à quelque chose qu'ils n'avaient pas compris comme étant un écart. Donc voilà pour ce qui est de la réunion de clôture. Sur la formalisation des écarts, tout d'un coup, je tilte que j'ai oublié de vous dire effectivement que lorsque vous formalisez vos écarts, vous allez effectivement peser le pour et le contre et c'est là que vous allez statuer la notion de niveau d'écart, donc statuer sur le poids de l'écart et c'est pour ça que je vous ai parlé des différents niveaux d'écart. Voilà pour ce qu'il en est de cette réunion de clôture et j'ai de petits compléments sur la formalisation des écarts.